Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pitaro Hebdo. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et au sommaire aujourd'hui, une émission exceptionnelle. Nous avons l'honneur de recevoir le vice-président d'Europe 1, RFM et Virgin Radio. Laurent Guimier sera avec nous dans cette émission. Nous reviendrons sur ses débuts à Cocktail FM dans une radio locale de Lisieux dans le Calvados où il a grandi. Nous évoquerons également son passage à France Info et à Radio France et puis nous nous intéresserons à son métier, vice-président d'Europe 1, RFM et Virgin. Il nous expliquera comment on crée une grille de radio, comment les programmes sont choisis et surtout sa stratégie pour qu'Europe devienne numéro 1. On en parle avec Laurent Guimier dans un instant. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Claire Pipolo est là. Bonjour Claire. Bonjour Tony. Vous reviendrez notamment sur la carrière de Laurent Guimier. Et oui Tony, nous reviendrons sur ses débuts, mais surtout sur son ambition pour le numérique. Guillaume Bérec, vous êtes également là. Bonjour. Bonjour Tony. Vous écoutez Pitaro Hebdo, Lucas Deveza nous réalise et Laurent Guimier est notre invité. Laurent Guimier, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors dans cette émission, on va parler de vos débuts, on va parler de votre rôle au sein des antennes du groupe Lagardère, on va parler des émissions d'Europe 1, mais juste avant, j'aimerais avoir votre regard sur l'époque actuelle. Alors en préparant cette émission, je me suis replongé dans les émissions d'Europe 1, les émissions qui étaient enregistrées donc rue François 1er à l'époque, et j'aimerais revenir sur celle de Coluche en 1978 intitulée « On n'est pas là pour se faire engueuler ». Donc Coluche faisait quand même de nombreuses blagues qui allaient parfois très très loin. Et aujourd'hui, on voit que Jean-Marie Bigard a perdu 49 dates de spectacle après une blague. Auparavant, c'était Text qui s'était vu enlever son émission à cause, là aussi, d'une blague. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'époque de Coluche et notre époque ? L'époque a changé, tout simplement. Il y a beaucoup de secteurs de la société, de la vie, qu'on ne peut pas forcément comparer. Ou si on les compare, on doit constater que les mœurs ont changé. Donc je sais bien que certains disent qu'on est peut-être moins libre, on est peut-être moins en capacité de faire les bêtises que l'on faisait à l'époque, mais c'est ainsi. Je veux dire qu'on parle de mœurs, qu'on parle d'environnement. Je vais vous parler de choses qui vous paraissent peut-être complètement différentes, qu'on parle de transport, de politique. Il y a des choses qui étaient possibles il y a 40 ans, qui existaient il y a 40 ans, qui n'existent plus aujourd'hui. C'est pas pour ça que c'était mieux avant. Moi, je suis plutôt de toute façon, et ça me vaut parfois la colère de mes aînés. Je pense pas que les choses étaient mieux avant. Je pense que juste la vie a changé. Donc effectivement, dire si Coluche aujourd'hui, machin, on l'entend souvent quand même à chaque fois les références à Coluche. Oui, mais il faut faire attention aux anachronismes. Coluche serait différent. Coluche était tellement génial qu'il se débrouillerait, qu'il écrirait, qu'il ferait de la radio forcément différemment de la façon qu'il le faisait à l'époque. Donc ce n'est pas une façon de défendre un ordre établi ou une vision aseptisée de la société, c'est juste que les choses ont changé. Je vous prends un exemple, je vous parlais d'environnement. L'air était beaucoup plus pollué il y a 50 ans. Et pourtant, il y a 50 ans, on ne parlait pas de la pollution de l'air. Et aujourd'hui, il est intolérable de voir que l'air est pollué. C'est une façon de dire que même si les choses se sont améliorées, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une situation terrifiante. Non, les choses se sont améliorées. Et je pense que sur certaines questions, certains combats, certaines valeurs, je ne fais pas référence aux personnes dont vous avez parlé, mais je pense que sur le respect de certaines valeurs, on est mieux aujourd'hui qu'on l'était il y a 30 ans. Vous auriez annulé les dates de spectacle de Jean-Marie Bigard après sa blague ou pas ? Non, je ne crois pas que je l'aurais fait. Je ne crois pas que je l'aurais fait parce que j'aurais simplement, je pense, mais je n'aime pas me mettre à la place des gens, j'aurais eu une bonne discussion avec lui. On se serait... S'il avait fait ça sur votre antenne, par exemple. On se serait expliqué. J'aurais fait, en l'occurrence, ce qu'a fait Cyril Hanouna dans une émission en direct. Il a dit qu'il ne cautionnait pas ce qu'avait dit Jean-Marie Bigard. Mais voilà, je pense que ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Après, que des gens s'estiment outrés, scandalisés par des choses qu'ils entendent, c'est bien normal. Après, c'est la question de la sanction, mais ça nous emmène dans d'autres choses. En revanche, annuler les dates d'une tournée, ça me paraît un peu lourd. Alors justement, la sanction, on est plus facilement sanctionné à la radio ou à la télé, ou c'est différent, c'est pareil, c'est la même chose? C'est la même chose. Il y a un organe, une institution qui s'appelle le CSA, que nous écoutons, qui nous écoute, avec lequel nous avons un dialogue... parfois compliqué, mais la plupart du temps assez constructif. Je ne suis pas langue de bois, je travaille beaucoup avec les gens du CSA, j'ai travaillé avec eux quand j'étais à Radio France. Parfois, on a été en conflit sur des questions qui avaient trait d'ailleurs davantage à l'actualité qu'à l'humour. Mais l'important, c'est de se caler sur l'époque. Et puis après, le CSA, lui aussi, est sage. C'est-à-dire que c'est pas entre la plainte, entre les centaines ou les milliers de plaintes qui sont reçues, et ensuite l'éventuelle sanction, il se passe souvent un peu de temps, un temps d'instruction, qui fait qu'il n'y a pas non plus tant d'émissions que ça qui ont été supprimées, sanctionnées. Il faut toujours faire attention. Entre la plainte et le jugement, il se passe souvent beaucoup de choses.
Alors dans cette émission, on va revenir sur vos débuts, Claire Pipolo, et c'était d'ailleurs à Radio Cocktail. Non, Cocktail FM. Cocktail FM. Voilà, c'est Cocktail FM que tout commence. Aujourd'hui, pour les auditeurs qui nous écoutent, comme vous l'avez dit Tony, c'est Radio Cristal qui se situe à Lisieux, dans le Calvados. Elle compte aujourd'hui 267 000 auditeurs par semaine. Quand vous avez commencé à Cocktail FM, Laurent Guimier, quel a été votre rôle au sein de la radio ? Moi, j'étais c'était en 87, donc j'avais 16 ans, j'étais lycéen. Et la radio venait de se créer. Moi, j'étais pas dans l'équipe qui a créé la radio. C'était quelques personnes qui étaient plutôt centrées sur la question de la musique. C'était une radio musicale associative. Mais il s'était dit, et avec un ami lycéen, que ce serait bien qu'il y ait aussi un peu d'information. Et moi, mon projet professionnel, enfin plutôt mon obsession, mon désir ardent était d'être journaliste, et donc on est allé frapper à la porte de cette radio, et puis on leur a proposé de faire de l'info. Alors le problème, c'est que quand on est lycéen, on travaille du lundi au vendredi, et donc sur cette radio, au début, il n'y avait de l'info que le week-end, et puis pendant les vacances. Bon, c'était un peu spécial, mais bon, le fait est que, en tout cas de l'information locale, parce qu'il y avait de l'information nationale qu'on recevait via l'AFP, audio, etc. Et donc, voilà, avec Christophe Palais, qui est aujourd'hui journaliste à TF1, on a fait nos premières armes. Alors avec une voix un peu moins mature qu'aujourd'hui, on a appris à faire de la radio vraiment sur le tas. Ça a été une expérience extraordinaire. C'était une époque, là aussi, je ne vais pas faire le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça n'était pas mieux avant, mais c'est vrai que c'était une époque où on était quand même au début des radios dites libres et des radios associatives, donc on pouvait inventer des choses. Moi, je me souviens, au-delà des flashs et des journaux qu'on faisait, des soirées électorales, par exemple, il y a des élections, 88, 89. On avait des premiers, il n'y avait pas encore de téléphone portable, ça n'existait pas. On avait des téléphones sans fil qui nous permettaient à la mairie de prendre un téléphone sans fil et d'aller interviewer comme ça en direct les candidats et les personnes élues. Donc de faire de la radio en 87 et d'apprendre beaucoup de choses. Alors en plus, il se trouve, ça c'est une coïncidence, mais c'est l'année de naissance de France Info aussi. En fait, je m'en suis rendu compte, quand on a fêté les 30 ans de France Info, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai 30 ans de radio. Et moi, voilà, j'ai gardé beaucoup d'amour et d'attention pour les radios associatives qui souvent ont du mal, qui ont du mal à vivre toutes seules. Donc, qui vivent avec des subventions en général. Alors, des subventions locales quand elles sont associatives. Après, il y a des réseaux qui sont constitués. On arrive, mais c'est important. Enfin, c'est important que cette radio locale, lorsqu'elle est publique, c'est France Bleu, et lorsqu'elle est privée, c'est tous ces réseaux. Et c'est très très important de préserver ce tissu de radio parce que l'information locale, y compris dans le moment qu'on vit de l'histoire de France, c'est extrêmement important de la préserver. Vous êtes un peu nostalgique ? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, je suis jamais nostalgique, moi, non. Vous regardez de bons souvenirs, en tout cas, de cette époque ? Oui, c'est des souvenirs, mais c'est pas nostalgique. Non. Si j'étais nostalgique, je pleurerais tout le temps et je dirais, oh là là, c'est terrible. Non, je suis pas nostalgique. Après, je me dis toujours, et je dis souvent aux étudiants ou aux gens à qui je raconte cette histoire, bon, il faut que vous trouviez... ici, on est au Studec, on est dans une école, donc c'est différent. Mais quand on n'est pas dans une école, quand on aspire peut-être à devenir journaliste ou animateur, il faut trouver les moyens. Bien sûr. C'est peut-être moins facile de tout de suite se retrouver dans un micro, parce que devant un micro dans un studio, que ça ne l'était il y a 30 ans. Mais il y a forcément des moyens de faire autrement, de faire de la web radio, de faire tout un tas de choses dont on va peut-être parler. Et puis en 94, vous rentrez à Europe 1. En termes d'adaptation, Laurent Guimier, cela n'a pas été trop difficile de quitter votre région pour aller sur Paris ? En fait, je suis parti en 89, puisque je suis parti après le bac. Je suis entré à Sciences Po après le bac. Et donc l'adaptation et l'atterrissage brutal, il s'est passé en 89, quand vous passez d'un lycée de province pas plus connu que ça, à l'année préparatoire de Sciences Po, vous vous retrouvez... en conférence de méthode avec un voisin de gauche qui sort de Louis-le-Grand et celui de droite qui est en Cagne à Victor Duruy. Là, c'est très très dur. Et vous passez du très très bon élève à celui qui est content lorsqu'il a 10. Quoi. Donc ça a été ça le plus dur. Puis après, j'ai eu la chance, je suis sorti de Sciences Po, puis j'ai fait le centre de formation des journalistes. Donc l'arrivée à Europe 1 était déjà... amorti. C'était amorti. Puis je continue à faire un peu de radio quand même, là encore le week-end, puisque j'étais à Paris la semaine, et donc le week-end, je faisais une émission politique
sur cette radio Cocktail FM toujours, où j'interviewais le personnel politique local. Et voilà, c'était encore du bonheur. Vous restez 14 ans, en tout cas chez Europe 1. Et puis en 2006, vous quittez la radio pour diriger la rédaction numérique du quotidien Le Figaro. À quel moment, Laurent Guimier, vous êtes rendu compte que le numérique pouvait être un plus dans l'univers médiatique ? C'est vrai que ça a été un choc, alors plus pour les gens d'Europe 1 autour de moi, enfin je ne vais pas dire que c'était un choc pour Europe 1, toute proportion gardée, franchement c'est pas le souci, mais c'est vrai que j'étais rédacteur en chef de la matinale d'Europe 1, j'avais fait à peu près tout, j'avais fait beaucoup de choses, j'étais correspondant en région, j'avais fait le tour de pas mal de fonctions. Mais à l'époque, c'est vrai que partir sur un site internet, ça paraissait un peu bizarre. Enfin, ça faisait un peu un choix capricieux ou un peu exotique. Et en fait, j'ai été convaincu à la lecture d'un livre, le livre de Bruno Patino et Jean-François Fogel, qui s'appelait ça y est, j'ai un trou, Une presse sans Gutenberg. C'était le premier d'une série de livres qu'ils ont publié, Une presse sans Gutenberg, qui racontait en fait la mutation numérique dans laquelle les médias allaient être plongés. J'avais été, je me rappelle, approché par Nicolas Bétou et son équipe avant l'été. J'ai passé l'été, j'ai lu ce livre et à la fin de l'été, je suis allé voir Jean-Pierre Elkabbach qui était mon patron. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'y crois. Je pense que le numérique, le web, ça va changer. Il y a des choses à inventer. Je sens ça, j'ai envie de ça et je suis parti. Vous étiez en avance un petit peu sur précurseur. Je sais pas si c'est précurseur, mais j'ai eu ce sentiment que c'était que moi j'aimais bien m'égayer dans les choses où on défriche un peu. C'est un peu moins jardin à la française, c'est plus jungle. Ouais. Donc il faut aimer se salir un petit peu. Mais ça a été là aussi ça a été un bonheur incroyable. J'y ai passé que 2 ans au Figaro, mais là aussi, je pense qu'on a pu expérimenter des choses, inventer des choses, tester des pratiques journalistiques. C'était donc il y a 12 ans maintenant, 13 ans, que je garde encore et qui, moi, ont structuré beaucoup de choses que j'ai fait derrière, avec une toute petite équipe. C'était le Figaro, Figaro.fr à l'époque, c'était un tout petit truc. Alors l'actionnaire... le groupe Dassault avait décidé de mettre le paquet sur le numérique. Ils avaient acheté des sites de petites annonces, Explorimo, Cadre Emploi, mais il y avait une vraie stratégie industrielle de mutation numérique. Donc, ils m'ont proposé de rejoindre cette mutation. Mais bon, j'ai un peu acheté le projet comme ça à la conviction. Et ça a été, je vous dis, l'alliance de Nicolas Bétou et d'un groupe qui m'a fait comprendre qu'ils allaient mettre les moyens pour le faire. Et puis la lecture d'un livre qui m'a vraiment converti à cette idée. Même si 10 ans plus tôt, je l'ai raconté souvent, il y avait un journaliste à Europe 1 qui s'appelle Edmond Zucchelli, qui a quitté Europe 1, qui m'avait fait découvrir un truc qui s'appelait Internet. C'était en 95. Et alors c'est une époque où, quand il avait dit à la rédac on va vous présenter Internet, on était 2 à y être allés. Et à l'époque, on pensait que c'est un truc qui était un peu trop geek et techno. Bon, finalement... Voilà, il y a peut-être eu une petite graine à ce moment-là, et puis c'est parti. En tout cas, en 2008, vous êtes devenu directeur de la rédaction d'Europe 1. Oui. Puis en 2010, directeur général adjoint de NewsWeb, filiale numérique de la Garde Active. Ouais. Vous avez aussi dirigé les sites d'Europe 1, du Journal du Dimanche et de Paris Match. Et en 2017, vous êtes directeur délégué aux antennes et au contenu de France Info. Et pour rappel, au moment où vous avez été présent, la station du service public s'est imposée comme la 4e radio de France devant Europe 1. Ouais. Et il faut savoir que la station Toute Info enregistre ainsi sur la vague novembre-décembre une nouvelle hausse de plus de 250 000 habitués sur un an. Ça a en tout cas été son plus haut niveau depuis 8 ans, quelque chose qui n'avait jamais été vu en tout cas. Comment expliquez-vous cette hausse, Laurent Guimier ? En fait, je pense que comme pour la plupart des médias, il faut ressembler à ce que nous sommes et à ce que le public attend de nous. C'est le constat que j'avais fait avec Mathieu Gallet, qui m'avait fait l'honneur de me proposer de prendre la direction de France Info en 2014, quand il est devenu président de Radio France. Et on était parti d'un constat assez simple. France Info, depuis presque 30 ans à l'époque, 27 ans, c'était un service d'info en continu. Là aussi, je fais un peu d'archéologie pour vous qui n'étiez pas nés. En 87, lorsque cette radio a été mise en place par Jérôme Bellé, l'info en continu n'existait pas en France. Il n'y avait pas de chaîne info, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Si, il y avait une chaîne info qui s'appelait LCI, mais qui était sur le câble et donc que très peu de gens connaissaient. Et donc l'imposition de la notion d'information en continu, et donc il a été imprimé dans la tête du grand public que l'info en continu, c'était France Info. Et puis au fil des années,
le projet avait un peu varié, non pas dévié, mais bon, il s'était un tout petit peu peut-être perdu. Et puis, il avait été... Il y a pas mal de gens qui pensaient qu'en fait, peut-être que l'heure de France Info était passée parce que justement Internet était arrivé, qu'il y avait les chaînes info. Et qu'en gros, après France Info, il y avait eu BFM, et il y avait eu Le Monde.fr et tout ça. Et donc, il fallait peut-être faire un peu autre chose. Et en fait, en 2014, on s'est dit non, il faut revenir à ce qu'est la raison d'être de France Info. Sinon, il faut la faire disparaître. Et donc, moi, j'ai été là pour remettre en place un projet d'info en continu hard news, quoi, tout simplement, avec des titres toutes les 7 minutes, des éditions spéciales. Malheureusement, le format qu'on a installé, on a pu l'éprouver très vite parce qu'il y a eu des vagues d'attentats qui ont commencé. Et au fil du temps, avec un peu de temps justement, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on a réinstallé ce que j'avais appelé en arrivant le réflexe info. J'avais dit aux équipes de France Info en arrivant... qui ne me connaissaient pas et que je ne connaissais pas non plus. Je leur avais dit, écoutez, moi, je veux juste que le réflexe info revienne dans la tête des gens. Et c'est comme ça que c'est revenu. Et je pense que c'est une leçon pour tout média, doit ressembler à l'image qu'en a le public. Sinon, c'est perdu. Alors, on a parlé de France Info, mais on va quand même parler d'Europe 1. Bah oui. Vous êtes là pour ça, quand même. Donc, vous êtes vice-président depuis le 22 mai 2018. Oui. Une maison que vous connaissez bien. Claire en a parlé. Alors, on va un peu parler de la grille des programmes. Vous avez contribué à la création de cette grille. Et je vais vous poser quand même une question simple. Comment on crée une grille de radio efficace qui plaît aux auditeurs ? D'abord, on le verra quand l'audience remontera. Hein. Je suis assez pragmatique. L'audience ne remonte pas depuis que je suis arrivé, donc je peux pas vous dire aujourd'hui. Vous en avez la responsabilité Oui, j'en ai totalement la responsabilité. Je l'assume totalement. Hein. Cette grille, c'est moi qui l'ai installée avec mes collaborateurs les plus proches, parce que vous l'avez dit, je suis arrivé le 22 mai. En métaphore footballistique, on peut se dire que le mercato est terminé le 22 mai, donc je suis arrivé à un moment où... il n'y avait pas de possibilité d'aller débaucher Mbappé ou Neymar. Vous avez quand même des prix Nikos Aliagas. Non, mais justement, je vous dis ça parce que les champions d'Europe 1 étaient déjà là. C'est-à-dire que 80% des animatrices et animateurs qui sont sur la grille étaient déjà sur Europe 1. Anne Roumanoff, Nikos Aliagas, Raphaël Duchemin, Wendy Bouchard, enfin je peux faire 80% de la liste, étaient des animatrices et animateurs qui étaient déjà là. Et puis, voilà comment on compose. On fait des paris, on sent un peu les choses, on étudie aussi, on fait des études qualitatives et quantitatives dans la mesure du temps qu'on a pour tester des noms, pour tester des concepts auprès du public. Après, c'est vraiment une question d'appréhension de ce que l'on sent devoir être une antenne la plus cohérente possible. C'est-à-dire, j'ai insisté beaucoup sur une chose, c'est que je veux, et je pense que ça s'entend, et que ça va forcément marcher, que de 5h à minuit, on a une antenne qui est incarnée par des animatrices et animateurs, je le dis souvent, dont on peut imaginer qu'ils se parlent, qu'ils vont boire un café ensemble et qu'ils s'entendent. C'est le cas ? Qui disent à peu près la même chose. Oui, c'est le cas. Alors après, chacun a son boulot. Enfin, c'est des gens qui s'entendent bien. Il n'y a pas de grand écart, ni idéologique, ni intellectuel entre cette équipe. Je les trouve assez cohérents. Ils ressemblent à un Européen bienveillant, énergique, et comme je dis souvent, qui essaye de voir le verre à moitié plein, là où on reproche souvent aux médias de voir le verre à moitié vide. Mais bon, tout ça, c'est encore très jeune. Hein. Alors, dans cette nouvelle grille, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il n'y a plus d'émissions médias le matin. Il y a eu pendant très longtemps le grand direct. Je vous propose de mettre votre casque d'ailleurs parce qu'on va écouter un son. Il y a eu très longtemps le grand direct des médias sur Europe 1. Il y a eu ensuite Village Média. Il y a quelques semaines, Thomas Joubert était à votre place ici et on lui a demandé son avis sur les émissions médias d'Europe 1. Aïe. Les médias vous manquent on sait que médias, vous êtes, je pense que ça reste une bonne thématique qui est plus tellement abordée finalement. Il y a eu beaucoup d'émissions médias pendant un moment et Europe 1 par exemple ne fait plus d'émissions médias. Donc oui, ça c'est une vous trouvez thématique que ça manque à la station, une émission média ? Oui, moi je pense que ça manque à la station. Surtout que c'était une très très grande réussite pendant 15 ans à l'antenne. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont supprimé. Il faut répondre à Thomas. Mais bien sûr, je vais répondre à Thomas. Ça n'a rien à voir ni avec Thomas, ni avec toutes les personnes qui ont d'ailleurs incarné l'info média sur l'antenne d'Europe 1 pendant une quinzaine d'années. Alors, il y a un rendez-vous média le matin, avant 7h, c'est Eva Rock qui traite de ces questions. Il y a des invités médias dans la matinale d'Europe 1, mais il n'y a pas d'émission ou de case, entre guillemets, médias quotidienne sur l'antenne d'Europe 1. Mais Nikos Aliagas reçoit
assez régulièrement des animatrices ou des animateurs, il a reçu Muriel Robin lorsque elle a incarné le personnage de Jacqueline Sauvage. C'était vraiment un choix de votre part? Oui, alors c'était un choix parce que j'ai estimé, c'est mon choix, c'est ma conviction qu'il n'y a plus la place aujourd'hui pour faire une émission d'une demi-heure, d'une heure ou 2 heures consacrée exclusivement aux médias sans avoir à rajouter, à survendre, à surréagir à une actualité qui, de mon point de vue, ne le mérite pas toujours. Qu'il y ait un rendez-vous média de type programme, c'est ce que nous avons conservé. De là à imaginer que tous les jours, il faut une demi-heure ou 1 heure consacrée, et quand on dit aux médias, c'est la télé, c'est pour moi quelque chose qui est dépassé. Ça a été quand même une très très grande réussite sur Europe 1 notamment. Tout à fait, avec Jean-Marc Morandini, ça a très très bien fonctionné. Après, je pense qu'il faut tourner des pages et qu'il faut se donner un peu le temps, et on commence à y travailler peut-être pour l'année prochaine, sur la question des médias. C'est quoi les médias? Et aujourd'hui, j'aimerais, moi, qu'Europe 1 reprenne l'initiative. Alors pas après une année de jachère, parce que c'est un peu comme ça que ça pourrait être interprété, mais de se dire que les médias, aujourd'hui, c'est tout autant Prime Video et Netflix que ce qu'il y a ce soir sur la 2, la 3, la 1 et la 6. Et vous avez déjà des idées Oui, j'ai des idées, je discute, on commence à travailler un peu sur cette question. Je ne sais pas du tout la forme que ça prendra, je ne suis pas sûr que ça prendra la forme d'une émission, mais qu'il y ait un rendez-vous prescripteur sur les programmes et les contenus médias, ça c'est quelque chose qui doit forcément prendre une forme sur l'antenne d'Europe 1. Alors c'est l'antenne radio d'Europe 1, mais Europe 1 c'est un média qui se déploie partout, en numérique notamment. On a peut-être aussi des choses à imaginer ailleurs que sur l'antenne linéaire d'Europe 1. Donc ça veut dire sur l'application par exemple? L'application, les assistants vocaux, partout. On peut, et là-dessus on est en train de travailler sur des développements de contenus originaux, par exemple autour de l'information, qui ne passent pas sur l'antenne d'Europe 1, mais qui trouveront leur public. On le fait déjà par exemple sur une émission d'histoire qui s'appelle Au cœur de l'histoire. Comme vous le savez, Franck Ferrand a quitté Europe 1. Justement, c'est une perte pour Europe 1, Franck Ferrand qui va C'est lui qui a décidé de nous quitter. Je suis très heureux que Fabrice Dalméda ait repris le fauteuil de l'historien d'Europe 1. Il a repris une émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire, puisque l'émission s'appelait Au cœur de l'histoire, c'est juste l'animateur qui a changé. Il se trouve que cette année, cette émission, elle existe en podcast. C'est un succès. Oui, sur la nouvelle application d'ailleurs. Sur la nouvelle application, et c'est, pour ne rien vous cacher, ce que j'avais proposé à Franck Ferrand. Il a pensé qu'il y avait assez peu de vie au-delà de l'antenne linéaire radio. Moi, je lui avais proposé ce pari de faire d'être là pour nous aider à développer les podcasts et les émissions non linéaires, c'est comme ça qu'on dit, de façon un peu technocratique ou technique, d'une émission historique. Bon, il a choisi de faire autre chose. Moi, je lui en veux pas, il n'y a pas de souci. Et comme vous l'avez vu, je ne polémique pas, moi. Oui. Voilà. Guillaume Bérec. Oui, moi j'aimerais revenir sur la matinale, donc Nikos Aliagas qui incarne la matinale d'Europe 1 depuis maintenant la rentrée dernière. On a vécu dernièrement le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Je me suis demandé, est-ce qu'il a été question à Europe 1 qu'éventuellement une femme prenne la tête de la matinale? Alors avant moi, je n'en sais rien, peut-être. Mais moi, je peux dire, je m'enorgueillis d'avoir confié les rênes d'une matinale à une femme, Fabienne Sintès, sur France Info. Et je crois que c'est la première fois qu'une femme occupait la tête d'une matinale en semaine sur une antenne nationale. C'était en 2014. Sur Europe 1, cette année, ça ne s'est pas... La question ne s'est pas posée parce que j'avais dans mon projet en arrivant la ferme conviction qu'il fallait que ce soit Nikos Aliagas qui présente cette matinale. Il y a Audrey Crespo-Mara qui est là pour l'interview politique. Oui, qui est là pour l'interview politique. Hélène Zélani, Céline Kallmann présente les journaux. Céline Dacosta est là. Bon voilà, il y a une mixité, il y a une parité au niveau de la grille. On a une grille qui est strictement paritaire en nombre d'heures d'émission portées par les hommes et les femmes sur l'ensemble de la semaine. Et je suis content en fait parce que ça n'a pas été un objectif, ça a été un constat. Okay. Et je me suis dit que c'était pas mal finalement quand on arrivait à
Une fois qu'on a posé la grille, on se dit tiens, c'est marrant, il y a autant d'hommes que de femmes. Et je pense que c'est encore mieux que de se dire il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Moi, je suis assez, j'ai évolué sur ces questions. Je pense que c'est extrêmement important. Parce que vous avez raison de poser la question, parce que souvent on dit ouais, mais une femme le matin c'est compliqué. J'entends ça encore parfois, on dit non, le matin il faut que ce soit un homme. Les auditeurs qui vous le... Non, c'est un petit milieu qui dit ça, c'est jamais les auditeurs, hein. Quand on dit les gens pensent, c'est souvent un petit milieu, c'est jamais les auditeurs. Les auditeurs, on l'a prouvé avec Fabienne Sintès le matin, il n'y a pas de question de savoir s'il y a des voix masculines ou féminines qui... L'important, c'est la relation qu'on noue avec les auditeurs. Alors, il y a une case qui est très compliquée. C'est la case de 16h-17h face aux grosses têtes sur RTL. Il y a eu Laurence Boccolini. Ça s'est pas très bien passé. D'un commun accord, elle a souhaité arrêter son émission. Tout à fait. Écoutez, quand on lance un projet aussi important, ça ne marche pas à tous les coups. Et là, en l'occurrence, on a constaté avec Laurence que ça ne marchait pas et qu'il y avait assez peu de chances que ça marche si on continuait la saison comme ça. C'est un peu tôt pour tirer le constat que ça ne marchait pas? Non, parce que quand les deux parties s'entendent au bout de 3 jours déjà pour se dire que 2 heures c'est trop long, c'est pour ça d'ailleurs qu'au bout de 3 jours on a communiqué, y compris de façon un peu humoristique, pour dire que il n'y avait aucun problème à reconnaître qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Ça s'est fait dans de bonnes conditions. Oui, ça s'est fait de bonnes conditions on avait vraiment la ferme conviction que ça ne collait pas cette fois-ci. Peut-être que plus tard ça collera, mais cette fois-ci ça ne collait pas. Donc on ne s'est pas acharné. C'est vrai qu'on m'a dit quand même ça change vite. Il y en a marre de cette radio où tout change tout le temps. En même temps, par défaut, on peut dire que certes on a bougé cette case, mais aucune des autres n'a bougé, ce qui est plutôt rassurant en termes d'atterrissage de cette grille. Et Carl Zero a pris la suite. C'est quoi? C'est pour faire une contre-programmation totalement face... Non, c'est parce que Carl Zero m'avait proposé un projet de cette nature. Et moi, j'aime bien toujours... vous savez, c'est comme en football, il faut toujours doubler les postes. Il faut toujours savoir, en cas d'accident, de problème, qui pourrait remplacer au pied levé sur chaque case les animatrices ou les animateurs. Et en fait, il se trouve que c'est le cas. Sur chaque case d'Europe 1, je sais qui pourrait remplacer telle ou telle personne. Je ne vais pas vous dire qui, mais je les ai. Guillaume, peut-être une dernière question. D'Europe 1 Virgin Radio, il n'y a qu'un pas. Camille Combal a annoncé l'an passé que ce serait sa dernière saison. Finalement, il était de nouveau présent en septembre. Est-ce que l'année prochaine, on peut s'attendre à de nouveau voir Camille Combal à la matinale de Virgin Radio? Vous avez des infos? Vous savez si lui veut rester ou 3 petits points? 3 petits points, parce que voilà, avec Camille, on travaille déjà beaucoup et on est très 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 content, parce que moi, quand je suis arrivé, effectivement, j'ai appris que Camille arrêtait la matinale, donc j'ai passé beaucoup de temps. Mes 30 premiers jours, j'ai passé une grande partie du temps à le convaincre de rester pour faire cette dernière saison. Parce que j'avais envie de travailler avec lui, tout simplement parce qu'on s'était rencontrés en 2013-2014 sous le parrainage prestigieux de Cyril Hanouna, puisque nous étions, lui et moi, chroniqueurs dans son émission Les Pieds dans le Plat sur Europe 1. Et donc, vous seriez prêt d'ailleurs à reprendre Cyril Hanouna sur Europe 1? Moi, je suis prêt à tout. Il n'y a pas d'actualité là-dessus. Mais s'il y a un projet se faisait... Moi, je prends tous les projets. Je discute de tout. Et puis après, on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. On est au mois de mars, c'est encore un peu tôt. Vous avez déjà des idées peut-être pour... j'ai plein d'idées. Après, je pense que les auditeurs d'Europe 1 ont besoin de fidélité. Ils ont besoin de se poser aussi. Et je fais en sorte que... Et on essaie de faire en sorte que la rentrée prochaine, même si aujourd'hui... il n'y a pas de miracle d'audience qui s'est produit. J'espère qu'une grande partie de la grille sera encore là à la rentrée. On va tout faire pour. Merci Laurent Guimier. Merci à vous. Été avec nous. On était très heureux de vous recevoir. Merci à vous Pierre Pipolo. Merci Guillaume Perec. Vous reviendrez nous voir quand vous voulez. C'était très agréable. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Pitaro Hebdo.